Salut les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine, tous les secrets de consoles. Nous allons parler des consoles de jeux. Pareil. Les consoles donc, sorties en 1900... La toute première console à proprement parler date de 1972 et s'appelle l'Odyssey, du constructeur Magnavox. En ce qui concerne Nintendo, la grande maison fêtera ses 124 ans cette année, ce qui, paraît-il, fout bien les boules à la famille de jeunes calmants. La firme confectionnait à l'origine des cartes d'Hanafuda, un jeu de cartes traditionnel japonais. Mais comme on peut le voir sur ces images, ces cartes étaient mal adaptées et les parties de strip poker ne démarraient jamais vraiment. Quant à Sega, la compagnie n'est pas d'origine nippone mais américaine. Créée en 1951 et intitulée au départ Service Game, l'entreprise fabriquait alors des jukebox et des machines à sous. Pour finir, Sony est né en 1946 et produisait des autocuiseurs pour le riz. Bien loin du jeu vidéo. Ah non, c'est pas un jeu vidéo pour femmes ça. D'ailleurs, le design de la PlayStation 2 est issu de la Falcon 030 Microbox, une ancienne console d'Atari. Vous me volez mon texte, et en le sortant de son contexte qui plus est... Oh ça va, lors de l'écran de démarrage d'une PlayStation 2, on peut voir une animation avec un nuage bleu et des tours blanches. Leur nombre varie selon les utilisateurs. Il se trouve qu'elle représente les données de la carte mémoire. Plus vous aurez de sauvegardes différentes, plus il y aura de tours. Si vous retirez votre carte mémoire, il n'y en aura plus aucune. Un véritable tour de passe-passe. On n'a pas fait des comme ça depuis 2001. Allons. En 2009, Sony fit des recherches sur une éventuelle mablette pour la PlayStation 3. Les capacités étaient très proches de la mablette de la Wii U. Mais le projet fut apparemment abandonné. Et les prototypes pour la Wiimote étaient souvent composés d'une manette classique, comme celle de la GameCube, mais séparables en deux parties pour profiter du capteur de mouvement. Cette idée fut abandonnée essentiellement à cause du problème posé par les gauchers. Et oui, il y en a toujours pour poser des problèmes. Là c'est les gauchers, mais sinon c'est les gauchistes ou je sais pas quoi. Nintendo a refusé le projet Natal, plus tard devenu Kinect, car cela ne correspondait pas au public de la marque selon son président, Satoru Iwata. Je l'ai bien dit. La latence inhérente à cette technologie posait aussi un problème au président de la firme japonaise. Pour distribuer ces consoles en Corée du Sud, où l'import de produits japonais est interdit pour une affaire de colonisation tout à fait puérile, Sega est passé par Samsung. La marque coréenne a changé les noms des consoles pour camoufler leurs origines. La Master System est devenue la Game Boy. Nintendo est passé par Hyundai pour la distribution de la Game Boy, qui a alors été renommée Mini Cowboy. Les seuls capables de monter sur un poney. Un poney de deux. Mini Cowboy, pas Cowboy. La Nintendo DS devait à l'origine s'appeler la City Boy. Ce nom avait pour but de continuer la dynastie des Game Boy et de mettre l'accent sur le côté portable de la console. C'est vrai que c'était bien la DS. Une bonne maniabilité, des couleurs variées, pas trop grande, pas trop petite. J'allais souvent en ville avec la mienne. Un vrai piège à poulettes. Des potes à 80 km/h sans aucun problème. Une sacrée bagnole. Nintendo, en 1988, a lancé le développement d'un périphérique pour la Super NES, lui permettant de lire les CD. Ils ont alors fait appel à Sony. Puis, suite à de gros désaccords et autres coups fourrés, le contrat fut rompu et Sony s'associa avec Sega. Malheureusement, Sega finit par rejeter le projet. Sony profita alors de la configuration technique conseillée par Sega et de l'orientation 3D inspirée par Virtua Fighter pour créer sa première console. La PlayStation. Eh ben, toutes ces histoires, c'est les feux de l'amour au pays des sushis laqués. Polygon Man, le boss de fin du récent PlayStation All-Star Battle Royale, est en fait la mascotte originale de la PlayStation 1. Sa carrière fut très vite écourtée. Comme quoi, même après quelques semaines d'utilisation, on peut toujours supprimer quelque chose d'un concept. Une tête de polygone, une télé qui flotte, avec des petites antennes de merde... Pardon ? Non, rien. Le prototype de la Xbox a été fabriqué à partir de pièces détachées d'ordinateurs portables. Lors des essais de logo de la Xbox, le designer n'avait qu'un feutre vert sous la main. Cette seule raison suffit à expliquer la couleur du symbole de la console. La guéguerre entre Apple et Microsoft n'aura pas empêché Bill Gates d'utiliser des Mac comme kit de développement pour la Xbox 360. En effet, le processeur de la console venait d'une technologie qu'Apple venait d'abandonner.
Eh bien, c'est fini. Alors, restez branchés et continuez de surfer sur les internets. Bon, bah, tu vois, j'ai été sage. Excuse-moi, c'est vrai que t'as pas fait de blasphème, que tu t'es pas moqué des handicapés et que t'as pas insulté la reine d'Angleterre. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends des notes, ça peut être utile. Tu veux vraiment que la productrice s'en mêle? Qu'elle vienne. Je peux te dire qu'elle se souviendra longtemps du nom de Jean. Salut les gamers. Je m'excuse d'avoir, la semaine dernière, forcé ma voix de manière inutile et d'avoir par conséquent détérioré la qualité de l'émission. Veuillez accepter mes excuses les plus sincères. Merci. Bon, cette semaine, dans le fond de l'affaire, tous les secrets de la série Halo. Alors, la série Halo. Le premier épisode, Halo Combat Evolved, est sorti au début des années 2000. Le 15 novembre 2001 sur Xbox aux États-Unis d'Amérique. Halo a été fortement influencé par la série de jeux Marathon, du même développeur Bungie Software. Dans cette série, vous incarnez un cyborg de sécurité sorti de Stas pour défendre un vaisseau, le USC Marathon, d'une attaque extraterrestre. Ce scénario est très proche de l'introduction du premier Halo. Votre personnage porte même une armure Mjolnir 4. Voilà. La même armure que le Master Chief de Halo. Marathon fut un des premiers jeux à proposer le port de deux armes en même temps, capacité que l'on retrouve dans Halo 2. Ils se sont pas fait chier chez Bungie Software, c'est du recopier-scotcher. Copier, coller. Oui, pareil. Le développement de Halo fut assez chaotique. En effet, Bungie souhaitait au départ proposer un jeu de stratégie comptant une guerre désespérée sur une planète creuse, Solipsis. Une sphère de Dyson, du nom de son inventeur, physicien de son état, Freeman Dyson, qui consiste à récupérer toute l'énergie d'une étoile en l'enfermant dans une énorme sphère. Un peu comme les sucettes là, avec un chewing-gum qui pique à l'intérieur. Enfin, qui pique vachement fort là quand même. À cette époque, le projet portait plusieurs noms. Starmaker, Starshield, Hard Vacuum, The Crystal Palace, et même The Santa Machine. Oh, c'était le nom de mon groupe de rock musette au lycée. Hard Vacuum and the Star Maker. On était encore plus batte que ces Jérôme. À un moment du développement, un membre de l'équipe fixa une caméra sur un tank afin d'avoir un point de vue différent du jeu. Le résultat eut pour conséquence d'orienter le projet vers un FPS. Le projet changea aussi de nom. Dans un premier temps, il fut intitulé Monkey Nuts. Mais étant donné la signification tendancieuse de ce titre, Couille de singe quand même. Un des cofondateurs de Bungie décida de changer le nom du projet. Tout ça pour pouvoir en parler à sa mère. Apparemment, elle ne devait pas trop apprécier les singes. Le nouveau nom, Blen, fut choisi en référence à Robert McLeese, un designer qui trouvait amusant, lorsque des voitures manquaient de se rentrer dedans, de crier Blen. Ha! Un bon gars ce Robert. D'ailleurs, je connaissais un Robert qui... Oh, puis on s'en fout, c'est un con. Par la suite, le studio transforma la planète Solipsis en anneau de Dyson. Le projet fut ainsi rebaptisé Halo, comme les anneaux que l'on retrouve dans les nouvelles de Ian M. Banks, variante de la sphère de Dyson. À ce moment de développement, le héros du jeu pouvait maîtriser des dinosaures et s'en servir comme monture. Je me demande s'ils ont hésité à mettre des poneys. C'est vraiment tout doux, un petit poney. Pour beaucoup, Halo est la figure de proue de la Xbox. Mais le jeu appartenait à l'origine à Tactwo, les créateurs de Grand Theft Auto, et à Apple. En effet, Steve Jobs l'a même présenté en l'an 2000. Le jeu fut ensuite racheté par Microsoft, d'abord dans le cadre d'un partenariat avec Sega pour la Dreamcast, avant de devenir une exclusivité de la Xbox. J'ai rien compris. Tu parles beaucoup trop vite aussi. Non, c'est vous qui comprenez lentement. Le second épisode fut énormément retravaillé tout au long de son développement. À tel point qu'après la présentation de la démo de gameplay à l'E3 2003, l'équipe reprit tout à zéro. De grosses parties furent tout simplement supprimées afin de respecter les délais.
comme par exemple la présence d'un mastodonte floods ou de certaines zones de jeu finalement exploitées dans Halo 3. La fin, assez abrupte du jeu, est due à ces changements précipités. La sortie de Halo 2 sur PC fut décalée de quelques semaines suite à la présence dans le jeu d'une photo d'un homme en train de montrer son Derrière. cul. Ça me rappelle la meilleure photo de la Redoute. Halo 3, lui aussi, devait initialement sortir sur PC. Mais Microsoft a préféré le réserver à la Xbox 360 pour en améliorer les ventes. Dans cet épisode, d'étranges petits hommes singes peuvent être vus à divers endroits cachés. On peut même en apercevoir un à la fin de Halo 3 ODST. Ces hommes singes sont en fait une représentation humoristique de Marcus Leto, le directeur artistique de Bungie Studios, et ne sont pas sans rappeler les protagonistes du film issu du roman de Pierre Boulle. Qui est français, messieurs dames. La série a failli avoir un épisode sur Nintendo DS. Le jeu ne fut cependant jamais officialisé par Bungie ou Microsoft et resta à l'état de démo technique. À tous les coups, il y avait encore une photo de mec à poil dedans. Un MMO Halo du nom de Titan fut abandonné en 2007 avant même d'être annoncé. Le jeu avait pour ambition de surpasser World of Warcraft et d'utiliser des fonctions de gameplay novatrices, telles qu'un système de couverture et des quêtes publiques. C'est novateur, une couverture? Ouais, j'en ai une dans mon lit, ça n'a jamais été très technique. Un autre jeu, du nom d'Halo Chronicles, fut confirmé en 2008. Le jeu devait se présenter sous la forme d'un film interactif, développant de nouveaux horizons dans l'univers de Halo et réalisé en partenariat avec Peter Jackson. L'ambition étant de se rapprocher du côté réaliste et cru de la guerre. Ah ben c'est sûr qu'avec des bidules violets qui tirent des lasers en faisant piou-piou, on est bien ancré dans la réalité. Il y avait des elfes, des hobbits et des Klingons aussi. Les Klingons ne font pas partie de l'univers de Tolkien. Bah, c'est kiff-kiff, Borrico. Ils ont tous des oreilles en plastique, non? Bungie a toujours eu une obsession pour le chiffre 7. Par exemple, le studio est doté d'un guide en 7 étapes pour dominer le monde. Et leur fan club s'appelle la 7ème colonne. Cela se ressent aussi dans Halo. En effet, il y a 7 Halo dans l'univers du jeu. Les noms Cortana, Spartan ainsi que Jeune 117 contiennent tous 7 caractères. Lorsque le bouclier du Master Chef est désactivé, il se passe 7 secondes avant qu'il ne commence à se recharger. Il y a des centaines d'autres occurrences du chiffre 7 que nous n'allons évidemment pas citer. Mais du coup, les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde, les 7 nains, les 7 commandements, tout est lié! Calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas, c'est impossible! Oh, ils m'ont eu! Ah, je vous ai bien eu. En effet, je n'ai absolument pas peur du chiffre 7. Tout ceci était une blague. Ah eh bien, je restais branché et continuais de surfer sur les internets. Sept, Non, 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 non. sept, 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 sept. Bon, le premier mois est fini et on a les résultats. On cartonne, je suppose. Bah non, justement. Les chiffres sont catastrophiques. Ah bon? Ouais, on arrête l'émission. C'est la dernière. Ah, Ouais, bon allez, on y va? ok. Salut les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine, tous les secrets de développement de Pokémon. Pokémon, je te laisse dire la date. Série commencée le 27 février 1996 au Japon sur Game Boy. Nostalgique de ses collections d'insectes, le créateur du jeu, Satoshi Tajiri. proposa ce concept afin de faire partager à la jeune génération les plaisirs de ce passe-temps enfantin, rendu difficile par l'urbanisation intensive du Japon, exponentielle depuis les années 50. Pourtant, certains ont bien essayé de les aider à enrayer le phénomène, mais c'était un japonais. Pour ce qui est de l'échange de Pokémon, l'idée lui est venue en découvrant les capacités du câble Link de la Game Boy. Il imaginait des insectes rampant dans le câble d'une Game Boy à l'autre.
Le développement du jeu a commencé en 1990 pour une sortie initialement prévue en décembre 1991. Le jeu prit du retard à cause du développement de Mario et Yoshi. À l'époque, les jeux s'appelaient Capsule Monster, en référence au gachapon, ces capsules surprises japonaises. Le jeu a ensuite été renommé Capumon, puis suite à des problèmes de droit, il est devenu Pocket Monster. Moi aussi j'en ai un de monstre dans ma poche, et je peux même faire l'hélicoptère avec. Les régions du jeu sont toutes issues de parties du Japon. Kanto, la région des versions bleues et rouges, correspond par exemple à la région de Tokyo. Au début, les personnages du jeu pouvaient se battre aux côtés de leurs Pokémon, comme dans un jeu de rôle classique, avant que le gameplay n'évolue vers la forme finale du combat de chien, le dresseur bien planqué derrière ses molosses. Le système de combat ressemblait beaucoup à celui de la série Dragon Quest. Les centres Pokémon étaient d'ailleurs des auberges. C'est toujours bien de dormir dans une bonne auberge. L'objectif encyclopédique proposé par le Pokédex n'est quant à lui apparu qu'au milieu du développement. C'est à ce moment que les capacités mémoire des cartouches ont commencé à poser problème. Il y a eu beaucoup plus de Pokémon prévus que présents dans la version finale. 39 Pokémon étaient décalés aux versions or et argent. Bon, ils ont bien essayé de tasser, mais les Pokémon devenaient tout raplapla. Dans les versions rouge et bleu, le numéro index, utilisé pour identifier les Pokémon dans la ROM, atteint 190 au maximum et l'ordre ne correspond pas à celui du Pokédex. On retrouve Rhinophéros à l'index 1 et Ampiflore à l'index 190 de cette liste. Missigno, un fameux Pokémon bug du jeu, est issu de cette liste incomplète de Pokémon. Missigno étant la troncature de Missing Number, chiffre manquant en anglais. Et vous saviez que OSEF, c'est le raccourci de on s'en fout? Les Pokémon étaient supposés être conçus pour travailler pour les humains, un peu comme un poney, mais en moins doux. Servir de moyen de transport pour les personnes et les marchandises, ou, pour Mélophée, remplir la fonction d'animal de compagnie. Un peu comme toi, quoi. C'est étrange comme je percevais l'inverse. Les Pokémon devaient ressembler à des dinosaures avant que les différents types de Pokémon ne soient créés. Beaucoup de gens se plaignent de la seule et unique sauvegarde que le jeu propose. Eh bien, la question s'est posée à un moment du développement. En effet, il a fallu choisir entre 3 sauvegardes et la capacité à renommer les Pokémon. On opta pour la seconde option, afin de créer un véritable lien entre le joueur et ses créatures. Sérieusement, il crée un lien avec un bidule électronique. Ah bah le mariage, c'est plus ce que c'était, hein. L'introduction du jeu est passée par au moins 10 versions différentes. L'une d'entre elles comprenait un combat avec le professeur Shen, qui se battait alors avec le 3e Pokémon qu'il vous propose. Un deuxième concurrent était initialement prévu. Une concurrente, qui plus est. Son design est d'ailleurs celui proposé par le personnage féminin dans les versions Rouge-Feu et Vert-Feuille. Et rapidement, la vérité leur est apparue. Une fille, c'est pas fait pour se battre. Parce que c'est pas possible de se battre dans une cuisine, c'est pourtant évident. Le jeu aurait dû sortir sous une seule version. L'idée des deux versions légèrement différentes fut proposée par Shigeru Miyamoto. D'ailleurs, dans la version japonaise du jeu, le héros s'appelle... Satoshi. Comme le créateur du jeu. Et son rival... Shigeru. Comme... Miyamoto. le mentor de... Satoshi Tajiri. À la fin du développement, un programmeur remarqua qu'après le retrait des outils de débogage, il restait de la place pour un Pokémon de plus sur la cartouche. Il ajouta alors le fameux Mew aux 150 Pokémon du jeu. Nintendo ne fut pas mis au courant, et lorsque plusieurs joueurs découvrirent son existence à cause de bugs, Nintendo ne fit aucun commentaire. Jusqu'à ce que Game Freak ne les mette au courant et que des événements officiels de distribution de Mew ne s'organisent. Une sorte de resto du cœur, sauf que les enfoirés sont japonais. L'évolution entre Magikarp et Léviator peut paraître étrange. Elle est en fait liée à une légende chinoise qui raconte que les cascades nommées Portes du Dragon transforment les carpes qui les remontent en dragons. Ouais, enfin, pas besoin de cascade, hein, une bonne dose de wasabi et moi aussi je deviens un dragon. Cette légende est d'ailleurs illustrée dans le jeu Pokémon Snap. C'est par contre l'origine nippone du jeu qui explique l'apparence étrange de canard tichot. Il est une expression japonaise qui dit « comme un canard qui amène les poireaux pour se faire cuire ». En effet, le canard au poireau est un plat très populaire au Japon. N'oubliez pas de bien faire dégorger le poireau avant de passer à la casserole. Il risquerait de réduire trop vite. Cet adage est l'homologue de la maxime française « avoir le perdreau tout cuit dans le bec ». Lors de l'import du jeu aux États-Unis, les équipes de traduction estimèrent les créatures trop mignonnes Trop kawaii. pour le public américain et demandèrent à Nintendo de les rendre plus sombres et plus imposantes. Nintendo refusa, considérant la réception américaine du jeu comme un challenge. Le jeu fut évidemment un succès. Un jeu Pokémon, proche de versions portables et en 3D, fut prévu pour Nintendo 64. Il devait faire partie des jeux annoncés sur Nintendo 64 DD, un périphérique permettant à la Nintendo 64 de lire des disques magnétiques. 64 DD. Le support fut un échec et le jeu fut donc annulé. Ah bah, 0 DD alors.
Eh bien, c'est fini. Alors, restez branchés et puis merde, m'en fous, je fais ce que je veux, c'est la dernière. Comme promis, l'hélicoptère. Mais non, mais c'était un poisson d'avril.